Le sport sont un facteur d'union de peuples et des races. Mais en République démocratique du Congo, le football est considéré comme la mère des disciplines sur les sports rois. Il est vrai que de 1968 à 1974, le pays a atteint son apothéose. En 1968, le Congo-Kinshasa marche sur l'Afrique avec son contingent de Belgicains et locaux redoutables. Et en 1974, il est le premier pays de l'Afrique subsaharienne à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde, Allemagne 1974. Victoire, défaite puissante et nulle à l'arraché, les Aïrois les ont tous connus. Surtout ceux qui minent les sports congolais, l'impréparation, l'amateurisme, le fétichisme, la corruption, les détournements des primes et frais d'émission, etc. La République démocratique du Congo manquera au CAN de 1978 à 1986. Pourtant, les Zaïre regorgeaient des talents, mais la désorganisation du football y règne en maître. Elle n'y retrouvera que cette compétition en 1988 après un match retour épique contre les Lions de la Teranga à l'issue d'une séance de tirs au but irrespirable à l'ex-stade du 20 mai. Les Léopards deviennent familiers de la CAN, mais ne s'arrêtent qu'en quart de finale, souvent stoppés par des grosses pointures du continent. Le réveil est né en 1998. Nous sommes la République démocratique du Congo et les fauves sont les Simba. C'est avec ça que nous ouvrons notre document intitulé « Eux » pour parler de ceux qui ont peu à peu fait les 11 de la République démocratique du Congo à partir de cette année à la CAN au Burkina Faso. De Watunda Yolo, Lusadisu Mukeba, Bibé Mutombo, Claude Leroy, Santos Moutubile, Florent Ibenge Ikwangé et Sébastien Desabre, il y a toute une histoire à conter. Et pour cela, un homme nous oriente. Il s'agit de Bernard Lonba, l'infatigable et très assidu supporter qui, par la force des choses, devient analyste sportif. Il nous raconte aujourd'hui du vécu. Sa passion pour le foot a aiguisé sa vision du jeu et de la tactique et son observation assidue de l'évolution du 11 national fait de lui un des conteurs attitrés des épopées des Léopards. De nombreux internationaux talentueux sont passés par la sélection masculine A et A' du football, mais aussi de grands entraîneurs comme signalé auparavant dans notre commentaire. Il est indéniable que dans l'évolution du football des Léopards durant les 3 dernières décennies, talent, tactique, stratégie se sont mêlés dans les proportions qui variaient au gré des sélectionneurs. Mais au fil des temps, les Léopards prennent une posture tactique qui doit faciliter l'explosion des talents des joueurs et ramener les fauves congolais à de nouveaux sommets. C'est là où les coachs et leur staff ont une place centrale. Bonsoir chers amis téléspectateurs, nous remercions vivement ces cadres El Patio. C'est un restaurant situé dans la commune de la Gombe qui nous accueille pour ces magazines documentaires intitulés c'est avec Bernard Eilenbach, notre analyste sportif. Avec lui, nous parlerons donc de ces sujets des entraîneurs de la République démocratique du Congo qui ont marqué l'histoire du football durant presque 3 décennies. Bernard, bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, les Léopards de la République démocratique du Congo, c'est évident, ils sont sur un très bon cycle. Une qualification de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024 avec probabilité de pouvoir également se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde en 2026. Nous sommes dans le top 10 des sélections africaines. Et puis, ces Léopards de la République démocratique du Congo ont connu une fin inespérée au pied du podium à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Selon vous, vous attribuez en fait tous ces exploits ou cette série d'exploits des Léopards à quoi ou à qui? En fait, ce serait difficile de citer une personne de manière isolée, mais je pense d'abord dans un premier temps qu'il s'agit d'une volonté de changement. Une volonté de changement après le départ de Ayrton Cooper, qui n'a pas pu qualifier la RDC à la dernière Coupe du Monde. C'était l'une de ses tâches à la signature de son contrat. Il y a une vraie volonté de changement, une volonté de rupture avec le passé. Et cette volonté est passée, c'est matérialisé par le changement d'abord d'un entraîneur. Il fallait trouver un autre technicien
technicien. Cette fois-là, c'est l'arrivée de Desabre Sébastien qui vient en tant que manager de l'équipe nationale. Manager sélectionneur. Manager sélectionneur de l'équipe nationale. Il y a aussi la volonté du ministère, parce que c'est lui le patron, en fait, c'est lui qui engage les sélectionneurs. Donc, le gouvernement congolais qui a voulu changer les choses avec l'impulsion du chef de l'État, et permettez-moi d'utiliser ces mots, parce qu'en fait, c'est un terme générique. Donc, avec la volonté du chef de l'État qui est reconnu quand même comme un sportif, comme quelqu'un qui aime particulièrement qui aime le sport et particulièrement le football, qui est un vrai fan. Donc, avec lui, il a voulu changer les choses en donnant des moyens au gouvernement. Il y a aussi l'arrivée de Connor, parce que Sébastien Desabre a été engagé aussi sur le plan des papiers, ont été vérifiés sur le plan technique par le CODON, qui est cette instance montée pour gérer le football de manière, pendant un temps, le temps de régulariser la situation. Donc, tout ça l'a réuni a fait que nous soyons aujourd'hui où nous en sommes. Qu'est-ce qu'un sélectionneur comme Sébastien Desabre a apporté au 11 national de la RDC? Je pense qu'il a beaucoup apporté en termes de stabilité. Parce que, en fait, il voulait, Sébastien, il faut le rappeler à nos téléspectateurs, que Desabre ne voulait pas qu'être simple sélectionneur. Il a voulu être le manager, sélectionneur, manager de l'équipe nationale. Je pense qu'il y a une nuance là-dedans. Et donc, il voulait être le seul maître à bord sur ce qui concerne les décisions, les toutes premières décisions à prendre concernant cette équipe nationale. Je pense aussi que, fort de son expérience africaine, il a compris qu'en Afrique, il fallait avoir tout le pouvoir en main quand on entraîne une équipe nationale. Il ne fallait pas qu'il y ait des gens qui décident aussi à côté et qui soufflent à l'entraîneur ce qu'il doit faire. Mais il y a une autre voix qui s'élève pour dire que ses adjoints ont été pour beaucoup dans sa réussite. Mais les adjoints sont les héros dans l'ombre pour tout le monde, Marceline. N'oubliez pas que c'est lui qui choisit les adjoints. Et puis pour des adjoints locaux, on lui soumet une liste et c'est à lui d'approuver. Donc ces adjoints sont avant tout ces gens. Et du coup, même s'il travaille dans l'ombre, ces gens apportent aussi beaucoup parce qu'il a une équipe de gens avec qui il est venu et ceux qui sont des locaux, qui sont aussi reconnus comme des vrais techniciens de notre football et qui apportent beaucoup. Malgré tout, malheureusement, c'est des gens qui sont sous l'ombre. Donc, des gens qui ne sont pas directement sous l'effet du projecteur et c'est lui des sabres que nous voyons. Et selon vous, quelle est cette retouche qu'il doit devoir apporter pour, en fait, rendre encore cette équipe plus compétitive? Je pense que Desabre, justement, Desabre, c'est ce que je voulais dire pour enchérir, a déjà une équipe compétitive parce que cette équipe a fait de preuves. Rappelez-vous qu'il hérite de cette équipe alors qu'elle avait 0 pointé aux dernières éliminatoires pour la CAN passée. Et du coup, il prend le risque de l'accepter. C'est pas donné à tout le monde, hein, un sélectionneur qui débarque tout en sachant que sa mission est à 50% en péril. Donc, il hérite de cette équipe-là et du coup, c'est 4 victoires d'affilée qui qualifient l'équipe, même à la première position, bénéficiant d'une victoire au tapis vert. Mais c'est ça aussi les grands hommes, Marceline, parce que les grands hommes bénéficient aussi des circonstances naturelles, parfois d'une touche d'un peu de chance. Et donc, du coup, ils se retrouvent qualifiés à la première position. Et donc, la RDC est dans un bon chapeau pour la composition des phases finales là-bas. En dehors de cela, on fait bonne figure pendant cette CAN, déjà au pied du podium, hein, parce que vraiment, même quand c'est presque miraculeusement qu'on n'est pas sur le podium, déjà c'est perdre en demi-finale face à la Côte d'Ivoire, c'était in extremis sur le fil, et aussi perdre face à l'Afrique d'ici dans le match des positionnements pour la 3e place, alors qu'on avait la possession, on avait les occasions, on avait tout. Donc finalement, on fait une très bonne figure et on redore l'image de notre football. Maintenant, vous l'avez si bien dit dans l'introduction, à ces éliminatoires, nous sommes déjà qualifiés, figurez-vous. Ça ne nous arrive contre toute attente. Ça ne nous arrive presque pas se qualifier comme ça sans avoir... Mais parfois, ça fait
mal, quand même, ça nous manquera. Parce que non, en fait, c'est une rupture. Vous avez bien posé la question. Il s'agit ici d'une volonté de rupture. Parce que un entraîneur qui est tout le temps en contact avec les chefs de l'État, on voit dans toutes les presses comment les chefs de l'État font incursion à chaque fois dans les vestiaires. Que ce soit en plein match, pendant la pause. Il est là, il dit son mot aux côtés de l'entraîneur. C'est rare, hein, des chefs comme ça. Ouais. Il faut, quand ça va, il faut le dire. C'est qu'a fait. Voilà, c'est qu'a fait Fatih. Franchement, c'était rare. En fait, l'entraîneur ne s'est pas senti isolé. Il y avait, parfois, on a vu dernièrement un coup de fil venant tout fraîchement du chef de l'État que le ministre des Sports lui tend le téléphone. Donc, on voit quand même qu'il a été placé dans des conditions. Et du coup, il a cassé nos habitudes, entre guillemets, hypothétiques, où on devait tenir les calculatrices, les petites calculettes pour essayer de voilà, pour voir si tel se qualifie, si tel gagne. Non, on est déjà qualifié, mais c'est 4 victoires consécutives et c'est 0 but encaissé, 4 et les 4 victoires, il faut signaler qu'il y a 2 autres obtenus à l'extérieur. Mais justement, parce qu'une équipe ne joue que 3 matchs à domicile, donc quand on est déjà 4, ça veut dire qu'il y a des victoires obtenues en dehors du pays. Et donc, ça, c'est une grosse équipe. Maintenant, pour revenir à votre question, parce qu'il fallait circonscrire les faits, Marceline, pour revenir à la question, comment rendre cette équipe encore plus compétitive? Je pense que c'est dans un secteur, en travaillant surtout dans un secteur qui est l'animation offensive. Je pense que c'est une équipe qui a quand même marqué 2 buts à la dernière sortie, mais c'est une équipe qui peine à marquer des buts alors qu'elle s'est procuré de beaucoup d'occasions. Voilà. Donc voilà, il faudra vraiment qu'il n'hésite pas, parce qu'il en a. Il a des jeunes talentueux qui ont accepté des binationaux, qui ont accepté il semble qu'il y a maintenant un déferlement de ces petits qui veulent finalement jouer pour les prestiges du maillot national. Parfois les résultats, ça compte. Hein? Mais justement, mais il faut aussi prendre les risques pour des responsabiliser, voulais-je dire, ces jeunes-là par rapport à l'animation offensive. On n'a vraiment pas un bon numéro 10. Il faudrait donner de temps en temps confiance à ces jeunes garçons, ces petits Noah Sadiki. Il y a Mboukou qui m'a émerveillé, qui nous a tous épatés lors de la dernière sortie des Léopards pour sa toute première apparition. Donc, des garçons comme ça peuvent changer la donne. Il lui faut prendre le courage d'arranger l'animation sportive. Sinon, au poteau, ça va. Défensivement, c'est une équipe bien en place tactiquement. Bientôt ça va, mais Passy aussi ça va, hein, parce qu'il commence à répondre. Non, mais le problème, c'est dans son club. Le problème, c'est dans son club. Mais à l'équipe nationale, ça va. C'est 4 clean sheets. Depuis qu'il est là, il n'encaisse pas. Voilà. Aux éliminatoires, personne n'a violé sa case. Voilà. On doit dire que ça va. Maintenant, on sait aussi qu'il y a des joueurs comme ça qui ont été très forts en national, en équipe nationale, et qui ont connu beaucoup de problèmes avec des clubs. Moi, j'aime citer Patrick Mboma, qui avait beaucoup de mal en Europe pour s'illustrer, mais qui était très fort en équipe nationale. J'ai toujours rappelé l'exemple d'un certain Merlin Piana qui ne jouait qu'à 3 en France, alors que Chabani Nonda était le patron en Ligue 1. Mais Merlin a fini avec plus de vie que Chabani Nonda aux éliminatoires d'une certaine CAN, avec 5 réalisations, alors que Chabani n'en avait marqué que 3. Donc maintenant, nous allons surfer sur cette vague de Berthaud qui n'encaisse pas. Et pourquoi changer une équipe qui gagne, Marceline? Puisque vous le dites, qu'est-ce que Desabre a apporté tactiquement à l'équipe nationale de la RD Congo? Tactiquement, Marceline, ici aussi, je rentre dans le contexte du football congolais. Quand un certain entraîneur Bibé arrive, Bibé dit le plus gros problème du footballeur congolais, c'est la discipline tactique. Quand Claude Leroy arrive au pays, Claude Leroy dit les footballeurs congolais, les joueurs locaux congolais est très bon techniquement, physiquement aussi, mais il a des lacunes tactiques. Voilà. Tactiquement, Sébastien Desabre, je pense, il a apporté cette efficacité. L'efficacité qui manquait dans nos rangs, je pense. Parce que, en fait, vous savez, Marceline, une équipe qui prend des buts, même si elle en marque autant, aura du mal à gagner des matchs.
La meilleure illustration, c'est aujourd'hui la plus belle équipe du monde, le Real Madrid, qui n'arrive plus à s'illustrer sur la scène continentale et à Liga parce qu'elle prend des buts. Parce qu'il suffit de marquer un seul but, quand on n'a rien pris, on gagne le match. Tout à fait. Tactiquement, Desabre a apporté cette discipline qui manquait après un temps à notre équipe nationale. Il a apporté aussi un dispositif tactique qui nous a permis de gagner des matchs. Ici, vous allez voir que quand le Léopard joue, par exemple, nous nous projetons dans la moitié du terrain de l'équipe adverse. Parce que, évidemment, le schéma tactique, c'est les consignes que donne un entraîneur, la répétition des phases de jeu pendant un match, la répétition des phases de jeu appris à l'entraînement. Et c'est tout ça, là, cette discipline qu'ont le joueur pour respecter les schémas, les plans de jeu tels que définis par l'entraîneur. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques critiques à propos du jeu, mais qu'est-ce que l'on peut dire? Ben oui, parce que les Congolais, les fans congolais raffolent du football champagne, comme on dit. Flamboyant, explosif. C'est tout le monde. Nous prive de ça. Marceline, vous et moi, c'est tout le monde qui aimons ce football champagne. Mais la vérité est que le football aujourd'hui est devenu plus que le divertissement. C'est toute une industrie aujourd'hui, le football. Gagner des matchs, c'est devenu toute une mission. Alors donc, une équipe est en mission parce qu'elle doit gagner. Exactement. Et donc, il faut ici nouer l'utile à l'agréable. Il faut noter également par rapport à cela que ce qui est utile, c'est que la République démocratique du Congo a la qualification à la poche pour Maroc 2024. Mais il y a quand même 2026 qui nous attend au mondial. Est-ce que Desabre, avec ce qu'il a pu avoir avec cette ossature, va-t-il continuer avec ou bien il va ajouter d'autres pépites pour le mondial? Parce que ça, c'est un autre challenge. Je pense que oui, comme tu viens de le dire, Marceline, c'est un autre challenge parce que avec les éliminatoires de la Coupe du Monde, nous montons en degré. Nous montons en gravité. Déjà, nous croisons des équipes différentes, mais qui ont aussi, elles, une motivation supérieure. C'est la Coupe du Monde, hein. C'est les rêves de tout pays que de se retrouver dans le concert ultime des nations quand il s'agit du football. Donc tout le monde a une motivation supérieure, ce qui fait que les enjeux sont tels que les choses ne seront pas faciles. Heureusement pour nous, que les éliminatoires de la CAN nous ont servi un peu comme des trainings, des sparring. Aujourd'hui, nous avons une équipe qui a fait ses preuves et sur cette base-là, Desabre n'aura qu'à injecter du sang neuf, à injecter de nouveaux éléments dans les secteurs où il a localisé des lacunes, des failles, pour que notamment l'animation offensive, surtout au niveau de la création du jeu, parce qu'on a vraiment besoin d'un véritable numéro 10, quelqu'un qui prenne les jeux en son compte. Voilà. Mais Bernard Lombard, les choses ne durent pas. On est obligé de pouvoir arrêter avec Sébastien Desabre parce que le premier reportage introduisant notre émission laissait entendre que nous allons parler des différents entraîneurs qui ont marqué l'histoire du football congolais depuis 1998. Tableau un peu plus, c'est-à-dire à 2025. Alors parmi eux, il y en a beaucoup. On va terminer avec Desabre par rapport à son parcours. Quelle est la place qu'il doit occuper au classement des sélectionneurs de la République démocratique du Congo qui ont fait des résultats? Non, mais écoutez, à toute franchise, je vais le dire, hein, parce qu'en fait, on dit que le présent a tendance à refouler les passés. Évidemment, comme nous vivons ces instants magiques en ce moment, ces instants où nous sommes heureux, nous sommes contents, nous n'avons pas trop à redire, nous avons retrouvé notre fierté, je lui donne une place de choix. Maintenant, il va falloir que je pense que cette question, tu peux la réserver à la fin, parce que déjà, il doit être en tête, mais il y aura une rude rivalité avec une autre légende sur notre banc que nous allons citer bientôt. Ben voilà, vous êtes convaincu que nous allons devoir citer cette légende-là. Oui. Passons maintenant à... On ne peut pas parler des légendes sans parler de lui. Bon, je vous en prie. Okay, voilà. Ces jingles donc de séparation, c'est pour nous dire que nous allons passer maintenant
si vous le permettez bien entendu, à un autre grand entraîneur, Jean-Florent Ibenge, des mémoires des supporters congolais dont ces dernières années, jamais un coach de football n'a été autant adulé au point de voler la vedette aux joueurs et d'être chanté par le musicien. En passant, Feu Mutombo Bibé n'était pas aussi loin de ses succès. Mais revenons à Ibenge. Qu'est-ce qui explique ces succès? Ah, Ibenge, c'était en fait c'était l'euphorie hein, pour parler de ses succès. C'était d'abord Ibenge coaché qui a commencé avec Vecleb et qui a pris telle une gangrène tout un pays parce que finalement l'homme se retrouve avec une double casquette étant à lui tout seul l'entraîneur de l'AS Vecleb et de l'équipe nationale. Mais je pense que Ibenge doit son succès à sa détermination. À son savoir-faire, au fait que Ibenge est passé pendant de longues années en fait dans la pure vocation d'un entraîneur du football, c'est-à-dire dans les équipes des jeunes. Et du coup, quand on vient de cet endroit-là, on a une belle perception du football. Et on lui reconnaît une intelligence, une capacité de s'adapter et puis un flair de communication, même si l'homme apparaît timide, mais il a un flair communicationnel qui fait qu'il sait transmettre ses idées à ses poulains et il sait les mettre dans un confort. Ce qui a pris dans l'AS Vecleb et servant de ses succès dans l'AS Vecleb, il est allé avec un peu comme dans une sorte de glissoire à l'équipe nationale et il a su recueillir les forces qui venaient de ces binationaux qu'il encadrait déjà depuis en Europe parce qu'on doit quand même côtoyer parce qu'on a dit qu'il a commencé avec Nicolas Anelka. Justement, mais bien avant cela, Marceline, il encadrait déjà, il travaillait déjà comme un correspondant de notre fédération pendant 7 longues années pour dénicher, non officielle, pour dénicher des talents congolais et commencer à les persuader de rallier l'équipe nationale. Ce qui a fait que finalement, quand il hérite de l'équipe nationale, l'équipe A, il a déjà un lien avec des binationaux qui acceptent aussi de venir parce qu'il les avait déjà côtoyés et il a une idée. Un grand nombre. Il y avait ceux qui avaient boycotté et qu'on a pu récupérer par la avec suite, des sabres justement. Mais Florent Ibenge s'est aussi distingué à travers un projet, parce qu'on parle des projets, il s'est distingué également par un projet. De quoi s'agissait-il exactement? Le projet de Florent Ibenge, en fait, c'était les missions qu'il s'est donné. Il s'est donné. Par exemple, avec l'AS Vecleb, la mission, quand il signe, c'était de faire en sorte que l'AS Vecleb vienne en quart de finale. C'est-à-dire entre dans la phase de poule de la Ligue des Champions. Avec l'équipe nationale, il était question de dépasser les quarts de finale parce que déjà, ça faisait plusieurs éditions de la CAN que la RDC n'arrivait pas à franchir la fatidique étape des quarts de finale. N'oubliez pas que avant Florent, il y a Claude Leroy, un technicien connu dans le continent qui arrive, mais qui ne réussit toujours pas lui non plus à passer ces caps. Donc avec Florent, la mission était passer les caps du quart de finale et entrer en poule avec l'AS Vecleb et toutes les 2 missions, il les a accomplies. En un rien de temps, Ibenge a eu un parcours remarquable avec l'AS Vecleb. Hormis les titres nationaux, Vecleb a été vice-champion dans les 2 compétitions interclubs majeures du continent face à des adversaires en finale de loin mieux lotis financièrement et logistiquement. Avec la sélection nationale, une 3e place à la CAN 2015, un parcours mémorable à celle de 2017, mais brusquement arrêté en quart de finale, le sacre au CHAN Rwanda 2016 avec une finale mémorable. Tactiquement, qu'est-ce que Florent Ibenge Ikwangé, le vieux coaché, a apporté à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo? Je reviens à la tactique parce que c'est très important pour vous. La discipline tactique, surtout dans un secteur qui nous faisait grièvement défaut, c'est-à-dire le secteur défensif. Parce qu'en fait, je viens encore de le répéter, si on joue mieux, malheureusement que l'on prend des buts, c'est une équipe qui est vouée à l'échec. Tactiquement, Florent a mené cette rigueur tactique qui faisait en sorte que dans son équipe, regardez les équipes de Florent Ibenge, il jouait généralement avec 2 casseurs. On évoluait souvent en 4-3-3, mais la RDC avait toujours, au niveau du milieu de terrain, 2 joueurs à vocation défensive. Donc on avait
un premier joueur défensif qui était la sentinelle devant l'axe central. Et il y avait toujours un autre qui était à côté de lui pour essayer de faire un tout petit peu les relais entre lui et celui qui s'occupait de l'animation des jeux. Parfois, on avait un vrai 10, parfois non, c'était un autre milieu relayeur, mais au moins, ça ne manquait pas du côté de Ibenge de jouer avec souvent 2 casseurs. En fait, Ibenge, c'est le genre d'entraîneur qui voulait avant tout limiter les dégâts, parfois sacrifiant les bons jeux. Mais comme c'était un gros travailleur à l'entraînement, c'était un gros travailleur. Ces joueurs, certains d'entre ces joueurs que j'ai côtoyés, nous ont dit que c'est quand il reprend les rênes d'une équipe, vous sentez qu'il y a du travail à faire pendant les entraînements. Les entraînements étaient riches d'enseignements, riches d'exercices. Ce qui faisait que ces équipes, tactiquement, évoluaient dans cette rigueur. On va se rappeler de plusieurs matchs où la RDC ou le club est malmené, mais réussit à tenir les caps et à prendre les 3 points ou une victoire. Ces choix dans la conception du jeu n'ont pas été à l'abri. Ça, c'est évident. En tout cas, les téléspectateurs ne peuvent pas nous dire le contraire. Mais oui, ils n'étaient pas à l'abri. Il y a eu des critiques. Mais en fait, selon vous, qu'est-ce qu'on lui reprochait? Qu'est-ce qu'on reprochait à Ibenge par rapport à ses choix? On lui reprochait de ne pas beaucoup oser, en fait, Marceline. Et moi, en premier... Un peu en quelque sorte. Oui, un peu apeuré. Et surtout quand il est à domicile. Et surtout quand il est à domicile. Il ne s'hasardait pas. Et à l'extérieur, c'était même pire, en fait. Heureusement, parfois, de temps en temps, on avait, ou à l'équipe nationale, ou dans un club de joueurs, à l'extérieur, qui savaient mieux se comporter. Mais généralement, c'était un entraîneur qui était plutôt resté dans les fondamentales, qui n'aimait pas prendre des risques, ou qui n'aime pas apporter de nouvelles idées, des innovations. Et je vais donner un exemple des finales perdues de l'ASV Club, ce qui constitue une amertume pour le public sportif congolais. Vous voyez par exemple à Sétif, Vitaki égalise à la 74e minute et Ibenge a peur de prendre des risques. Il a peur par exemple de sacrifier un défenseur parce que là on joue le va-tout, on joue le tout pour le tout. Et il reste 24 minutes et avec minutes de récupération, on est dans une trentaine de minutes. C'était à lui de faire des changements, de prendre des risques par exemple pour sortir un défenseur. Parce qu'à ce moment-là, en tant que Sétif a compris qu'un but de l'ASV Club, c'est le titre, donc ils sont reculés, ils ont abandonné les velléités offensives. C'était aussi au moment de répondre, de sortir un défenseur, de faire un ajout. Malheureusement, il choisit de sortir les meilleurs buteurs de l'ASV Club à l'extérieur, Younous Saint-Amo. Il choisit de sortir Moubele qui était le meilleur buteur de la compétition. Donc, il y a des choses qui se sont mal passées de ce côté. Déjà, en notre finale, ici à Kinshasa, pour parler tout de V-Club, on voit quand même que V-Club est à 3-1, alors qu'il reste une vingtaine de minutes, mais malgré tout, il ne prend pas ces risques qu'auraient pris certains autres entraîneurs. C'est le cas aussi en Léopard, il y a plusieurs matchs qui me viennent à l'esprit, mais je me rappelle de ces matchs de Ghana, où Atou nous plante le deuxième but, mais là encore, on voit qu'il hésite pour mettre Jos Lomanissa sur le banc, c'est que beaucoup lui ont reproché. Les garçons n'avaient que 3 matchs de compétition, 3 journées de compétition dans les jambes. Il n'était pas affûté, mais comme c'est quelqu'un qui aime rester dans le fondamental, il avait plus confiance en lui qu'un certain Arthur Maswaku. Il choisit de le titulariser et c'est Jos Lomanissa qui serait à la base du but égalisateur, du but qui nous plie, qui nous crucifie, le but d'un certain Atsu, de triste mémoire, décédé lors du tremblement en Ukraine. Alors, un trait de caractère qui fait la force de Florent Ibenge et sa forte personnalité. Sur le socle de la détermination, et je voulais savoir, en subissant ces différentes pressions, vous avez toujours été au stade, à mes côtés, bien entendu. Très souvent, nous avons assisté à plusieurs matchs. Comment il réagissait, lui, Florent Ibenge, face à des pressions des supporters, par exemple? Je pense que, d'une manière générale, il était plutôt imperturbable. D'une manière générale, il était plutôt imperturbable parce qu'il aura connu quand même deux phases. Pendant longtemps, il avait été adulé, comme on le dit. Il y avait une chanson faite uniquement, conçue uniquement pour lui. Mais après, quand ça a commencé à mal tourner, et avec club qui est dans l'équipe nationale, de moins en moins de voix s'élevaient pour chanter et de plus en plus de voix s'élevaient pour contester. Donc, ce qui fait que, malgré tout, il restait quand même imperturbable.
c'est quelqu'un intransigeant. C'est quelqu'un qui n'aimait pas changer les choses, hein, sans sentiment, de nature timide, mais réservé, et puis décidé. C'était aussi un peu comme une tête de mule, hein, Ibenge. Vous avez tout, vous avez beau crier, vous avez tout dit, il restait fidèle à sa philosophie, intransigeant à ses principes. Et voilà. En toute objectivité, qu'est-ce qui expliquerait en fait la fin du cycle de Florent Ibenge, aussi bien chez les Léopards que chez l'AS? Je pense que c'est l'usure du temps. Parce que n'oubliez pas, Marceline, que Florent Ibenge et jusqu'à Cissé du Sénégal étaient les recommandants des sélections nationales en termes de longévité en Afrique. Il avait passé 5 bonnes années à la tête d'une équipe nationale, ce qui n'était pas arrivé en Afrique. Donc déjà, sur ce point, ce qui n'était pas arrivé au Congo et très peu en Afrique. Donc, sur ce point, quand on traîne beaucoup, c'est l'usure du temps. Regardez dans V Club, c'est 9 longues années. Et du coup, les gens avaient comme l'impression de faire sur place. Ils avaient comme l'impression du déjà vu. Il n'y avait rien qui changeait, vu les caractères de l'homme, fidèle à ses propres principes. Pendant 9 longues années, 5 longues années, les gens se sont dit, on a besoin d'autres choses, on a besoin de voir autre chose que ce que nous avons déjà l'habitude de voir. Alors aujourd'hui, il s'exporte en Afrique, notamment au Soudan, et avec succès. Il demeure également très courtisé en Afrique de l'Ouest. Revenir sur ces entraîneurs congolais, vous en connaissez certains qui ont eu également l'occasion de s'expatrier à l'étranger? Oui, oui, avant lui, je pense que Sadissou est un exemple parfait de ces entraîneurs qui se sont beaucoup expatriés, beaucoup survolé l'Afrique. Il y a aussi Prof Watunda hein, qui s'est retrouvé tant du côté du Maghreb et puis aussi en Angola avec Recreativo, et Lousadis au Gabon, en Angola, et qui est allé même du côté de l'Afrique australe. Donc on a quand même on avait eu quand même des entraîneurs comme ça, Moukeba aussi, qui a tenté une expérience à l'extérieur du pays. Alors un autre sélectionneur qui est aussi entré dans l'histoire du football congolais, c'est Santos Moutoubilé, qui a eu l'occasion de remporter la première édition du CHAN pour la République démocratique du Congo. Est-ce que vous connaissez un peu les atouts de Santos Moutoubilé? Oui, en fait, il vivait le football, il respirait le football, Djalma, comme on aimait bien l'entendre. En fait, Santos Moutoubilé avait la facilité de créer un lien avec ses joueurs. Déjà, vous savez, c'est un technicien du pays tel que nous n'en avons presque pas eu. Hein. Les joueurs de sa trempe, il n'y en a pas eu beaucoup. Ce qui veut dire qu'il avait une vision très nette du football et il savait ce qu'il voulait. Aussi, il avait un côté comique qui faisait qu'il établissait un lien avec ses joueurs. C'était pas vraiment comme un entraîneur. Hein. Il se considérait comme footballeur au milieu de ses coéquipiers. Et du coup, c'était un peu comme un entraîneur-joueur, hein, voyez-vous. Donc, il a réussi à établir un lien. Et les sacres de 2009 se justifient aussi par le fait qu'il y avait une génération dorée dans un club qui faisait la fierté du continent, les TP Mazembe. Et du coup, il s'est servi de cette génération dorée et a greffé des gros joueurs venus des V-Club et des DSMP. Et sur cette base, il a créé une mayonnaise qui a tenu parce qu'il avait déjà l'un des meilleurs joueurs congolais et africains jouant en Afrique. Poutouma Bitrésor, sur cette pierre, j'ai bâti l'église. Et autour de Poutou, il y avait Mvete, il y avait Lofo, il y avait beaucoup d'autres joueurs qui ont fait la fierté des Santos et qui nous ont donné ces sacrés tant rêvés. Voilà, un autre coach emblématique, lui, c'est les Sorciers Blancs, Claude Leroy, qui a posé ses valises à Kinshasa. Il a été accueilli comme un sauveur d'une sélection en débandade. La République démocratique du Congo venait de perdre son premier match contre l'Ouganda, 2-1 pour les éliminatoires jumelés CAN mondial 2020 et 2006. Ah bah, Claude Leroy, ça date. 2006, il n'avait pas d'entraîneur titulaire. Quel est le bilan de son premier passage à la tête des Léopards de la République démocratique du Congo, Benaïa Ndorba? Un bilan positif. Claude Leroy, c'est celui qui nous remet sur les rails, qui nous
rouvre les chemins de la CAN. Parce que quand Claude arrive, on a raté 3 CAN, figurez-vous. On n'était plus présent comme un cadeau du football africain. Donc on était perdus, on était dans les oubliettes, on était bien rangés dans les tiroirs des pays qui n'ont pas de visibilité dans le football africain. Du coup, Claude Leroy nous a sortis de ces tiroirs. Nous sommes rentrés à la CAN et avec des joueurs, avec un bon jumelage, parce qu'on va se rappeler des Poutouma Bitrésor, on va se rappeler des Matumona Zola Roum, on va se rappeler des Mbalabuta Biscotte avec ces joueurs-là. Il y avait également, comment il s'appelait encore? Il y avait Chabani Nonda, il y avait Kabamba Moussassa, il y avait Loa. Donc il a créé un jumelage qui a fait que finalement la RDC a fait bonne figure. Et jusqu'à aller s'échouer en quart de finale face à l'Égypte pour sa première participation. Et avec le roi, on a repris le chemin de la CAN. On est redevenu une équipe viable. On est redevenu une équipe viable. Claude Leroy est parti finalement parce qu'en fait, je suis parmi ceux qui ont contribué à son départ. Et Claude Leroy est parti, mais il est revenu quand même quelques années plus tard. Et il est revenu pour quel bilan? Et pour quel héritage? Il est revenu parce qu'il a pensé que sa mission n'était pas totalement finie ou il n'avait pas achevé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Claude Leroy nous fait, nous, Congolais, l'honneur d'être cité parmi les viviers du football africain. Voilà. Franchement, c'est plus de 5 fois que je l'entends dans des grandes émissions. Il est chargé de marketing. Justement, Claude Leroy n'arrête pas de le répéter. Oui. Pour avoir été l'un des entraîneurs qui est passé en Afrique en ayant dirigé plus de 6 équipes nationales, il est mieux placé pour dire où est-ce qu'il y a la vraie pépinière du football africain, et il cite le Congo et le Nigeria. Voilà. Donc déjà, il a établi un lien fort avec le Congo. Il a aimé les joueurs congolais. En venant, il disait qu'il va se servir plus de joueurs professionnels. Après, il découvre, et puis on aurait entendu dire qu'il avait besoin de joueurs avec une certaine taille, voilà. Mais il découvre des petits bonhommes qui sont de courte taille. Et puis après, il découvre qu'il y a un vivier du football. Donc, il avait un goût d'inachevé et il s'est décidé de rentrer pour poursuivre sa mission. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de nous arriver? Patrice Neveu, les deux là qui sont presque un passage à vide. Hein. Oui, en tout cas, on ne peut pas dire d'eux que c'est des légendes. On ne peut pas les citer parmi les légendes parce que, en réalité, je pense qu'ils n'ont pas bénéficié des meilleures conditions de travail, mais aussi qu'ils n'ont pas bien compris, ils n'ont pas fait une bonne lecture de notre football. Ils étaient souvent à côté de la plaque, et dans les choix tactiques, et dans les choix des hommes. Et dans les choix des hommes et dans les choix tactiques. L'épisode Hector Cooper. Qu'est-ce qui explique cet échec? Qu'est-ce qui explique le fait que ces messieurs-là, au grand talent, avec tout ce qu'il avait comme résultat à l'extérieur, il échoue en République démocratique du Congo? Ben, en fait, il échoue parce que sa mission principale, c'était de ramener l'équipe nationale à la Coupe du Monde, de qualifier la RDC à la Coupe du Monde. Mais je pense qu'au début, il a essayé d'arrêter l'hémorragie. Hein, ton Cooper, on ne va pas non plus l'oublier facilement. Il a réussi à nous qualifier en Coupe d'Afrique dans des conditions difficiles aussi. Il a hérité l'équipe avec 1 point. Et du coup, il a tué pour nous trouver des points et nous qualifier à la CAN. Malheureusement, il échoue à la porte, presque au match de barrage. Pas presque, dans un match de barrage face au Maroc pour la qualification de la Coupe du Monde. Ça, c'est un goût amer qu'on va garder de lui, c'est la bémol. Mais sinon, il y a aussi une légende qui raconte que le monsieur n'arrivait, c'est l'homme de finale perdue. Finale perdue. Voilà. Et ça a été dit, et c'est resté comme ça dans son... Quand vous devrez lire sa biographie... Oui, c'est pareil. Est-ce que les barrages... Bon, les barrages ressemblant aussi à une finale, et donc, voilà, on l'a perdu. Est-ce qu'on peut placer un mot sur Bibé Mutombo? On dit de lui qu'il est un homme révolutionnaire, parce qu'il nous a amené des techniques et des tactiques incroyables. C'est grâce à lui que tous les footballeurs, en fait, tous les supporters en République démocratique du Congo, par exemple, sans avoir étudié ou pas étudié, on a connu des formes géométriques. Marceline, je dois te dire sincèrement, et là je regarde la caméra, que si je portais un chapeau, je l'aurais enlevé en signe
des mémoires pour me courber devant la mémoire de ces grands entraîneurs que fit Bibé Mutombo. Évidemment, dans le monde actuel... Paix à son âme. Paix à son âme. Dans le monde actuel, on qualifie des grands quand on a un grand palmarès. Ouais. Mais on doit rappeler aussi qu'il y a des joueurs qui ont été grands sans avoir un grand palmarès. Il y a Ronaldo, par exemple, qui a gagné des Coupes du Monde, oui, mais qui n'a pas gagné la Ligue des Champions. Il y a Georges Weah qui est Ballon d'Or, mais qui n'a pas gagné la Ligue des Champions. Ça peut arriver. Bibé Mutombo n'avait pas ces grands palmarès dans le club, mais il aura été pour beaucoup dans ce qu'est devenu notre football aujourd'hui. Voilà. Parce que Bibé, pour la première fois, a détecté les problèmes de nos joueurs. La faille tactique. Nos joueurs entraient dans le terrain et commençaient à faire des choses comme bon leur semblait. Ils n'avaient pas la discipline tactique d'interpréter les plans de jeu, de respecter les plans de jeu de l'entraîneur. Et on a connu les losanges, les triangles, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui tiki-taka avec Bibé. Bibé aimait le football champagne. Et pour lui, c'était sa vie. Il pouvait accepter qu'une équipe perde. Mais c'est risque. Ces joueurs lui reproduisent ce football-là. Et parfois, il arrivait qu'on va dans les stades, avec le perdre, je voulais dire, mais les publics nous sortons contents parce qu'on a vu du beau jeu. Voilà. Et ça, c'est Bibé. Il a élevé le niveau d'autres entraîneurs et il a élevé le niveau des autres joueurs. Quand Bernard Elonbar dit nous sortons, c'est-à-dire lui qui est vécu bien, il sort du stade accompagné des autres vécu bien, heureux. Oui. C'était juste une précision. Je ne peux pas le cacher. Au cas où. La prochaine Coupe du Monde se passera au Mexique, aux États-Unis et le Canada avec 48 pays. Cela devrait inclure un 16e de finale. Cela suppose un changement des conditions comme le nombre de sélectionnés dans les équipes nationales et la taille du staff. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une bonne chose, Marceline, parce que déjà, pour la zone Afrique, nous n'aurons pas moins de 9 représentants, ce qui est une bonne chose. Quelle évolution? C'est une évolution, hein, parce que si c'était déjà appliqué à la Coupe du Monde passée, peut-être qu'on n'aurait pas eu ces matchs face au Maroc, match des barrages, et peut-être qu'on serait qualifié. Donc déjà, du point de vue de l'image de la Coupe du Monde, de l'image du continent, c'est positif parce qu'on aura plus de représentativité dans cette Coupe du Monde-là. Et puis, on aura un 16e de finale. C'est ce que ça signifie. Quand on a 48 équipes qui jouent en poule, quand ils passent la première étape, c'est le 16e de finale et non le 8e comme c'était avant. Donc on aura plus de temps pour s'exprimer, pour s'illustrer et puis la possibilité de croiser d'autres nations qui, depuis la création de cette Coupe du Monde, n'avaient peut-être pas l'occasion de se qualifier pour ce joutes mondial. Voilà. Alors pour terminer, on assiste depuis un certain temps à une baisse des niveaux, en tout cas au niveau du football local. Est-ce qu'il y a un manque criant à des entraîneurs qualifiés pour pouvoir redonner encore du punch à ces footballs ou bien carrément il y a des petits soucis au niveau organisationnel? Sur cette question, je prends plutôt la deuxième assertion, Marceline, parce que contrairement à toute attente, je suis quand même un observateur patenté de notre championnat. Je pense, j'ai même été agréablement surpris du niveau. Écoutez Marceline, quand vous avez fait 3 ans sans jouer réellement au football, et depuis 3 années, les championnats ne se terminent pas. Et il y a même une année où les championnats s'est arrêté avant même la fin de la phase aller. Donc du coup, vous avez des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu et pendant des années. Voilà. Mais je suis surpris du niveau qu'ils nous produisent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de s'appeler Dering ou V-Club, même si je reconnais aussi par ricochet que ces équipes-là ont des problèmes. Mais il ne s'agit pas de s'appeler Dering, V-Club, TP Mazembe pour prendre des points. Voilà. Aujourd'hui, il y a des équipes qui viennent avec des aigles, Tanganyika et même un nouveau venu qui s'est permis de titiller les TP Mazembe dans ces installations Bololé. Donc, voyez-vous, c'est Malolé ou Bololé, sorry. Malolé qui vient se jouer du TP Mazembe dans son temple. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des joueurs pour ces championnats. Je suis surpris de leur niveau. Je vois des très beaux buts. Des joueurs qui vous mettent des extérieurs du pied. Il faut simplement le mettre sur orbite pour c'est plutôt des problèmes organisationnels. Je pense que le problème est du côté de l'organisateur. Si l'organisateur arrange ses failles, produit un calendrier, assainit les milliers, nous avons les meilleurs
championnats d'Afrique noire et parmi les meilleurs, comme ce fut le cas il y a 10 ans, en Afrique, nous étions 3e. Aujourd'hui, la Tanzanie a pris notre place, mais avec un petit réglage d'organisation, nous allons reprendre notre place. Eh bien voilà, Bernard Lambert, merci. C'était 1998-2024 ou 2025. Il reste ton classement. Il reste ton classement. Ah oui, allez-y, allez-y. Non, les classements d'abord pour les En tout cas, à ton classement, je mettrai malgré tout une petite avance à Florent Ibenge, qui a réussi à nous placer dans le top 50 des équipes du monde. La RDC était même arrivée jusqu'à la 32e position, qui a réussi à nous classer dans le top 3 en Afrique, ce qui n'était jamais arrivé, et qui nous a aussi donné une médaille de bronze et aussi un chan, comme on dit. Donc Florent Ibenge passe un peu au-dessus avec 2 finales perdues malgré tout de l'ASV Club. Et après Florent Ibenge est là, en ce moment, je pense honnêtement qu'il s'agit de Sébastien Desabre, l'homme qui, je pense, garde encore quelques passes de tour dans sa gibecière. S'il réussit à nous qualifier pour la Coupe du Monde, à ce moment, il sera tout seul devant dans notre classement. Vous vous limitez à cela? Non, mais... Ils sont en vogue. Oui. Bon, pour preuve, c'est que Florent Ibenge à la République démocratique du Congo a déjà payé son salaire. Il se retrouve à l'extérieur, c'est une façon pour nous de lui dire merci. On l'a exporté. Pour une fois, au moins, nous avons vendu un entraîneur à l'extérieur. Nous avons vendu un entraîneur qui est bien coté, qui est bien payé. Bien payé. Et puis on souhaiterait quand même qu'il trouve une équipe nationale autre. Ça sera une fierté pour la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Oui. Il a tout montré en tout cas au pays. Il a tout montré. Je disais aux téléspectateurs, il a tout vécu, il a tout montré. 1998, 2024 ou 2025, c'est également l'espace, les résumés de toute une carrière. De toute une carrière. Donc nous partons de Watunda. Ni de compte final. Voilà. De Watunda Yolo en 80 Yana. C'est la fin. Dans le Grand Timonier, nous parlerons de réalisation de Fathi Beitan. Espérons qu'on lui rappellera aussi ce qui a été mal fait et même ce qu'il reste à faire.